aux quatre éléments fondamentaux que je vous ai mentionnés un peu auparavant. Donc, à ces éléments, il associe immédiatement des corps géométriques. Quel intérêt? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Platon, mais ce que Platon dit assez souvent, répète d'une manière ou d'une autre, c'est la notion d'harmonie, de symétrie. À tel point d'ailleurs qu'il utilise le mot grec qui signifie harmonie, cosmos, pour décrire précisément l'univers. Il l'appelle le cosmos, et d'ailleurs le mot est resté. Donc l'idée d'harmonie et de symétrie est omniprésente. Or, ce qui caractérise ces polyèdres, ces objets géométriques, ce sont précisément leur symétrie. Si vous prenez un cube, par exemple, vous prenez un axe du cube, vous faites tourner de 90 degrés, vous aurez un cube identique. Encore 90 degrés, pareil. Si vous faites passer un axe le long d'une diagonale du cube et vous le faites tourner d'un tiers de tour, vous aurez encore le même cube. Et tout ça, ce sont donc des transformations qui laissent le cube inchangé, c'est ce qu'on appelle les symétries du cube. Et vous voyez que les autres polyèdres, si vous prenez un tétraèdre, il aura aussi des symétries, mais pas les mêmes symétries. Donc dans le langage de la physique moderne, dans le langage d'aujourd'hui, à ces objets qui ont certaines symétries, on associe ce qu'on appelle des groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les physiciens ont inventé un nouvel outil qui s'appelle les groupes pour décrire les symétries. À l'époque de Platon, on avait bien cette notion de symétrie, la notion de groupe n'existait pas, donc le meilleur moyen qu'on avait pour représenter une symétrie, c'était de dessiner, on aurait pu le faire avec des polygones aussi, mais les polyèdres c'est quand même quelque chose de plus riche. Donc Platon utilise ça, et mon point de vue c'est que il l'utilise parce que c'est l'outil qu'il avait à sa disposition pour exprimer la symétrie, pour exprimer l'harmonie. Alors, il n'utilise pas non plus l'outil le plus symétrique. Qu'est-ce que c'est que la figure la plus symétrique possible? C'est la sphère. Parce que la sphère, vous la faites tourner de n'importe quel angle, autour de n'importe quel axe, elle reste la même. Donc la sphère est encore plus symétrique, et dans l'idée de Platon, plus harmonieuse que n'importe quel polyèdre. Alors, il ne va pas l'utiliser pour représenter les corps matériels qui sont autour de nous, mais pour représenter ce qui pour lui est parfait, c'est-à-dire le ciel. Je vais y revenir dans un moment. Mais en attendant, donc, il utilise ces solides platoniciens, ces polyèdres, pour représenter les éléments. Et il y a un cinquième polyèdre qui n'est pas utilisé, c'est le dodécaèdre. Et ce dodécaèdre, quand on le regarde, il est encore un peu plus symétrique que les autres. Pas tout à fait aussi symétrique que la sphère, mais plus symétrique que le cube, par exemple. Il y a moins d'angles, ça ressemble plus à une sphère. Et il va l'utiliser pour représenter finalement ce qu'il y a dans le ciel. Et il va dire dans le ciel, il y a un cinquième élément, qui n'est ni l'eau, ni la terre, ni l'air, ni le feu, mais qui est une sorte d'éther, de cristal parfait. D'où l'idée que si le monde qui nous entoure, le monde terrestre, que Platon va appeler le monde sublunaire, c'est-à-dire sur la Terre et jusqu'à l'orbite de la Lune, est imparfait. On sait bien, ça change tout le temps, il y a des tas de choses désagréables qui se passent, les objets, il y a des naissances, on évolue, on se dégrade, on meurt, etc. Donc c'est un monde imparfait. En revanche, pour Platon et Aristote, au-delà de l'orbite de la Lune, dans le ciel, dans le monde supralunaire, au contraire, tout est parfait, rien ne change, rien ne disparaît, rien n'apparaît. Le ciel doit avoir toujours la même apparence. Seule petite chose, c'est les planètes qui se déplacent. C'est quelque chose d'assez curieux qu'il faudra expliquer. Mais mis à part ces mouvements des planètes, qui sont des voyageuses, puisque le mot grec planète, c'est le mot voyageur, le ciel garde toujours le même aspect. Et donc, il faudra tenir compte de cet aspect parfaitement harmonieux du ciel quand on voudra le décrire. Et précisément, ce que dit Platon, c'est que quand on va s'intéresser au monde supralunaire, qui est le monde de la perfection, eh bien on n'utilisera pas les mêmes outils géométriques. On utilisera uniquement les outils géométriques qui vont représenter une symétrie parfaite, une harmonie parfaite, et ça, ce sont la sphère ou le cercle. D'où un principe platonicien qui est que lorsqu'on va s'intéresser à ce qui se passe dans le ciel, par exemple pour décrire les mouvements des planètes, on va utiliser uniquement des mouvements circulaires ou des mouvements de sphères. Et ça sera à l'origine de toute l'astronomie grecque et de l'Antiquité qui restera valable jusqu'à peu près à la Renaissance. Donc pour résumer, sans rentrer dans tous les détails, une vision du monde totalement géométrisée chez Platon, géométrisée d'une part parce que le monde qui nous entoure avec ses éléments sont mis
les éléments donc, qui représentent le monde qui nous entoure sont mis en correspondance avec ces objets géométriques que sont les polyèdres, qui eux-mêmes représentent des symétries, mais les symétries, ce sont des notions géométriques, l'univers lui-même, le monde, le cosmos, est géométrisé également comme une sorte d'emboîtement de sphères concentriques au centre du monde, la Terre, ensuite des sphères qui portent la Lune, le Soleil, les planètes, jusqu'à une dernière sphère aussi centrée sur la Terre, qui porte, elle, les étoiles et qui tourne. Et c'est pour ça, explique Platon, qu'on voit en 24 heures, les étoiles font faire un tour de nous, autour de nous. C'est parce qu'elles sont portées sur une sphère, elles sont fixées, on appelle ça la sphère des étoiles fixes ou la sphère des fixes, elles sont fixées sur une sphère qui tourne autour de nous en 24 heures. Et puis au-delà, il n'y a rien, parce que cette sphère, dans le monde de Platon, constitue la frontière du monde. Donc vous avez un monde sphérique, un monde clos, un monde hiérarchique, centré sur la Terre, mais tout ça, vous voyez, c'est extrêmement géométrisé déjà. Alors il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui vont être discutées les unes et les autres tout au long de l'Antiquité, tout au long du Moyen-Âge, par les scientifiques arabes, mathématiciens et astronomes arabes qui vont finalement réintroduire cette géométrie grecque dans notre civilisation. Cette géométrie va se retrouver confrontée avec, disons, les écritures qui ont une importance très, très grande dans le monde christianisé du Moyen-Âge. Il y aura conflit, il y aura réconciliation, je passe sur tout ça, pour arriver, disons, à la fin de la Renaissance, où les critiques diverses de cette vision du monde, de cette cosmologie, de cette physique platonicienne et aristotélicienne, ces critiques s'accumulent sur des points divers et vont finalement aboutir à une situation complètement révolutionnaire qui sera l'arrivée de Newton au XVIIe siècle. Alors ces critiques, je ne veux pas toutes les détailler, mais je veux citer par exemple Nicoloresme, Nicolas de Cuse, Giordano Bruno, qui vont essentiellement critiquer le caractère fini du monde. Je veux citer évidemment Copernic, qui remet en cause la position centrale de la Terre. Je veux citer Kepler, qui va critiquer les mouvements sphériques ou circulaires et qui va découvrir que les orbites des planètes sont elliptiques. Kepler encore, Tycho Brahe, Galilée, qui vont critiquer la séparation aristotélicienne entre le monde sublunaire et le monde supralunaire et qui vont déclarer, surtout Galilée, que non, le monde c'est quelque chose d'unifié, qu'on appellera plus tard l'univers, c'est-à-dire il n'y a pas des éléments qui composent notre monde terrestre et d'autres éléments, ou plutôt un autre élément, l'éther parfait qui compose le reste du ciel. Ce que va dire Galilée, c'est non, tout ça est composé de la même matière. Cette matière, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est la même sur Terre, sur la Lune, dans les étoiles, etc. Bon, par exemple, un des points qui va conduire Galilée à cette affirmation, c'est que, vous savez que c'est un des premiers qui a utilisé une lunette astronomique pour observer le ciel, en 1610, et ce qu'il voit par exemple, c'est qu'il y a des montagnes, des cratères sur la Lune, et donc il voit que la Lune, finalement, ressemble à la Terre. Donc il se dit, la Lune doit être faite du même genre de matière que la Terre, les mêmes lois physiques doivent y régner, ça ne doit pas être une physique différente, et du coup ça ne doit pas être une physique différente qui règne dans le ciel non plus. Donc il suggère d'abandonner la distinction qu'avaient fait Platon et Aristote entre un monde terrestre composé de 4 éléments et un monde céleste composé d'un 5e élément mystérieux et parfaitement harmonieux, l'éther, d'abandonner aussi la distinction entre les lois du mouvement sur la Terre, qui selon Aristote était toujours un mouvement rectiligne, c'est essentiellement la chute des corps, un corps qui tombe, il va tomber verticalement vers le bas, ou vers le haut si c'est quelque chose de très léger comme de la fumée, alors que dans le ciel, les mouvements sont toujours circulaires ou sphériques. Eh bien, Galilée va dire non, il doit y avoir des lois identiques du mouvement qui décrivent aussi bien ce qui se passe sur Terre que ce qui se passe dans le ciel. Bon, je passe sur tout ça, il y a eu évidemment beaucoup d'autres protagonistes, j'ai cité les plus connus, pour arriver à Newton qui va réaliser la synthèse de tout cela, en proposant finalement une nouvelle physique.
une physique qu'on appellera donc newtonienne, et